Mesdames et messieurs les officiers généraux, Madame la professeure, Mesdames et messieurs, chers amis, si on vous a dit que cette après-midi allait être passionnante, laissez-moi vous le dire, ça n'est pas de la désinformation. Ça n'est pas des informations, mais à vrai dire, c'est incomplet. Je crois sincèrement que cet après-midi va être à la fois passionnante, essentielle et déterminante. Passionnante, si vous êtes là, c'est que vous en êtes convaincu, passionnante au regard des sujets de nos débats, de la qualité des intervenants, que je remercie d'ores et déjà, comme je tiens à remercier tous les organismes membres de l'Académie de défense de l'école militaire qui se sont associés à cette démarche et qui ont contribué de manière cruciale au montage de cette journée qui, par ailleurs, a fait l'objet d'un partenariat extrêmement dense avec l'état-major des armées. Essentiel aussi car nous sommes, avec le sujet qui a été choisi aujourd'hui, au cœur de la démocratie et de ce qui fait le citoyen dans cette période électorale. Et puis déterminante, car le sujet d'aujourd'hui est probablement moins simple qu'il pourrait n'y paraître. On n'est pas là cet après-midi pour passer notre temps à dénoncer les bad guys. Je pense que ce serait trop facile et surtout trop simple. Alors, non pas que ce soit nouveau. La désinformation, sans doute, c'est quelque chose qui est aussi ancien que la cité, que la politique. Mais si ce problème émerge aujourd'hui, ça n'est pas sans raison. Je trouve intéressant de remarquer que l'école militaire, qui a été créée par un édit du roi Louis XV en 1751, a été créée après une guerre, la guerre de succession d'Autriche, qui a vu les rumeurs, mais aussi, disons, osons le terme, les entreprises de désinformation savamment entretenues et se multiplier pendant toute cette guerre qui, vous vous en rappelez, a duré une petite dizaine d'années entre 1740 et 1748. Et d'ailleurs, ce n'est peut-être pas un hasard, après tout, et j'essaierai de vous dire pourquoi, si la création de l'Académie de défense de l'école militaire, où j'ai le plaisir de vous accueillir, survient alors que, à nouveau, la désinformation fait rage. Alors, pour faire face à cette désinformation, pour aborder cette question, je voudrais vous poser, ou nous poser 4 grandes questions auxquelles je vous proposerai de réfléchir pendant toute l'après-midi. D'abord, de quoi parlons-nous? Qu'est-ce que c'est que la désinformation? Alors évidemment, ça sera l'objet certainement d'échanges cet après-midi, mais à mon sens, et pour circonscrire nos débats, je pense qu'il faut opérer 3 distinctions pour éviter des effets de mode ou pour vraiment circonscrire et atteindre le cœur du sujet. D'abord, je pense qu'il faut bien distinguer la ruse de guerre et puis la désinformation de temps de paix. Parce que, et je vous propose, je conçois que ça puisse être sujet à débat, mais en tout cas, je considère qu'il y a une différence absolument essentielle qui demeure entre le temps de paix et le temps de guerre. Parce que la première désinformation, c'est de souligner qu'il n'y a pas de différence entre la paix et la guerre. Et d'ailleurs, quand vous voyez là, la guerre c'est la paix, toutes ces citations, une grande partie d'entre elles sont issues du roman bien connu de George Orwell, qui disait « La guerre c'est la paix ». Et ça, c'était le slogan du parti Big Brother. Il y a une différence entre la guerre et la paix, et je dirais que le 24 février 2022 et le 7 octobre 2023, finalement, ces 2 dates simplement suffiraient à le prouver. Je pense que pour un Ukrainien, il y a quand même une très très grande différence entre le 25 et le 23 février 2022.
et pour un habitant des régions qui bornent Gaza ou bien dans Gaza, quand on est palestinien, il y a une très grande différence entre le 8 et le 6 octobre 2023. Et donc, il faut distinguer ce qui est la désinformation et ce qui est la ruse de guerre, parce que penser que toute désinformation est un acte de guerre, je pense que ça introduit une sorte de complexe obsidional qui, dans nos démocraties, n'est pas quelque chose de souhaitable. Deuxième distinction à opérer, il faut distinguer la désinformation et l'opinion dissidente, parce que la liberté de contester, c'est une condition de la vie en démocratie. Il faut donc, derrière ça, distinguer entre les faits et le jugement sur les faits, entre l'objectivité et la subjectivité. Là aussi, contrairement à une idée répandue, je crois pour ma part qu'il y a une vérité, il y a des vérités factuelles, parce que si on refuse cette donnée philosophique, alors effectivement, on est en permanence soumis on facilite la désinformation. Je crois que toute vérité n'est pas subjective. Et puis, dernier point, il faut distinguer, je crois, la désinformation venue de l'extérieur, voulue, planifiée, et puis la rumeur. Et là, je vous invite à lire un texte de Marc Bloch qui est paru entre les deux guerres mondiales, où il se penchait sur la question des rumeurs durant la Première Guerre mondiale. Et il dit, en fait, ce n'était pas des rumeurs entretenues par les Allemands, c'était des rumeurs qui naissent de manière assez mystérieuse sans doute, et qui ensuite se répondent parce qu'elles répondent très souvent à un appétit, elles correspondent à un état de l'opinion. Et tout ça m'amène à poser cette distinction entre la rumeur et la désinformation sur une troisième distinction fondamentale, qui est celle de l'intérieur et de l'extérieur. Je crois qu'en matière de sécurité, contrairement à un slogan qui a longtemps eu cours, il y a une différence entre la sécurité intérieure et la sécurité extérieure. Alors, à partir de là, qu'est-ce qui change aujourd'hui en Europe ? Qu'est-ce qui fait qu'on doit se poser aujourd'hui ces questions ? Parce que, évidemment, des entreprises de désinformation extérieure ont été documentées. D'ailleurs, la presse, aujourd'hui même, s'étend longuement sur la question de savoir si ça en fait partie, ce dépôt de cercueil. Là. Donc, on voit très bien que c'est au cœur de notre actualité. Ces entreprises de désinformation sont le fait de puissances étrangères ou parfois, dans certains cas, de groupes terroristes, et elles cherchent à instrumentaliser le fonctionnement de nos démocraties. Et aujourd'hui, évidemment, et j'imagine que ce sera un des thèmes de nos débats, ce dilemme est d'autant plus aigu que le numérique, la révolution numérique, rend les sources d'information à la fois rend les informations massives, le volume d'informations est rendu massif. Elles sont écrites. Et qui dit, si c'est écrit, y compris sur un réseau social, il y a un effet de rémanence qui fait que ça dure, au moins un petit peu. Et puis, évidemment, très difficilement contrôlable. Alors, pourquoi la désinformation est-elle dangereuse ? Et de fait, les campagnes de désinformation peuvent porter atteinte au fonctionnement des démocraties de deux raisons, à vrai dire, en apparence seulement contradictoires. D'abord, évidemment, c'est ce que nous pouvons observer, c'est ce que nous pouvons craindre, en portant atteinte à la légitimité des institutions, en distillant le doute sur la probité ou la capacité des élites, c'est si facile, en introduisant la discorde dans nos sociétés. Mais aussi, et c'est peut-être finalement le plus dangereux, les campagnes de désinformation peuvent déclencher des réactions de défense qui vont porter atteinte au fonctionnement même des démocraties si, sous couvert de lutte contre la désinformation, nous renonçons à des valeurs aussi essentielles
que la liberté d'expression. Alors, que faire ? De fait, je crois que nous sommes confrontés à des questions extrêmement délicates. Nous sommes invités, d'abord, je crois, à repenser, à nous réapproprier les éléments fondamentaux du régime démocratique, car, je le répète, la liberté d'expression est clairement au cœur de la démocratie. Avec une question difficile. Est-ce qu'il est permis de mentir en démocratie ? On pourrait dire mentir, ça gêne un petit peu. Mais en réalité, si en démocratie, on cherche à faire la chasse à toute opinion qui soit un mensonge, un demi-mensonge, un quart de mensonge, on voit très bien que très vite, on va se transformer en dictature. Deuxième point, je crois que le vrai remède, ça consiste certainement à se former. Car la désinformation, je crois qu'elle rime avec sous-formation, avec déficit de formation et donc avec déformation. Pour être efficace contre la désinformation, il faut que le citoyen se forme, tous les citoyens, et pour une catégorie d'entre eux, c'est le cœur de métier ici de l'Académie de défense de l'École militaire. C'est ce que nous essayons de faire à l'IHEDN, par exemple, mais ce que tous les organismes de formation qui sont membres de l'Académie de défense de l'École militaire s'emploient à faire quotidiennement, toute l'année, que je pense à l'Institut des hautes études du ministère de l'Intérieur, à l'École de guerre, au CHEM, à l'École de guerre-terre, au Centre d'enseignement militaire supérieur de l'armée de l'air ou de la gendarmerie désormais, au centre de formation du ministère de la Défense, à l'Académie du renseignement, etc. Et donc, il s'agit de mettre en garde nos concitoyens contre le danger de se faire abuser, permettre d'avoir un jugement sur les faits et sur ce qui est dit des faits, par la culture générale, le développement de convictions, le débat, parce que, sans doute, la meilleure arme contre tout ça, ce sont les anticorps de la démocratie, la liberté de la presse, la conviction personnelle que l'on est capable de défendre sans devoir se restreindre. Et pour ça, ça veut dire aussi qu'il faut lutter contre, finalement, le relativisme. Ça va de pair avec l'existence d'une liberté. Je ne crois pas que toutes les opinions se valent. Et c'est là aussi l'objet finalement des formations et des organismes qui font d'abord de la recherche à l'Académie de défense de l'École militaire, que de mieux cerner les faits. C'est l'IRSEM, ce sont les chaires d'économie de défense et de cyberdéfense de l'IHEDN, c'est les centres de doctrine, le CICDE, le nouveau commandement du combat futur de l'armée de terre, le centre d'études stratégiques aérospatiales, le centre d'études supérieures de la marine, etc. Il faut finalement, je crois aussi, savoir ce que nous voulons faire, parce que l'espace de l'information, il s'occupe, et c'est bien de se méfier contre la désinformation, mais si on n'a rien à dire, à mettre à la place, c'est un combat qui est perdu d'avance, et donc il faut d'abord savoir ce que nous voulons dire. Et c'est une des dimensions essentielles de la stratégie. Quand on parle de stratégie déclaratoire, c'est une chose, mais quand on parle de stratégie plus largement, dire quels sont nos objectifs, les grands objectifs politiques qui sont décidés, déterminés par nos autorités élues, mais aussi les grands objectifs inférieurs, de niveau inférieur, il faut les connaître et il ne faut pas avoir peur de les affirmer. Je crois que ça me paraît absolument essentiel parce que finalement, contre la désinformation, le meilleur, en tout cas c'est une hypothèse que je fais, le meilleur médicament, c'est l'information de ce que nous voulons proposer à l'audience qui écoute. Et donc, finalement, ça reprend assez bien, je crois, les thèmes généraux des deux tables rondes auxquelles nous allons avoir la chance d'assister cet après-midi. Il faut d'abord comprendre
comprendre, pour déceler la désinformation, mais aussi pour comprendre tout ce phénomène sur lequel j'ai essayé de poser quelques questions. Et donc, ça sera le thème de la première table ronde. Et puis, il faut ensuite détecter, peut-être rentrer plus dans le détail, mais pas seulement, et ce sera le thème de la deuxième table ronde. Et puis, nous devons, je crois, terminer cet après-midi à 18h. Et ça, je crois que c'est ni une opinion, ni vraiment, j'espère que ce n'est pas de la désinformation, mais juste un souhait pour tous ceux qui ont certainement aussi bien des choses à faire après. Et je vous souhaite à tous une excellente après-midi.